Samedi 18 février 1899. Je ne sais pas pourquoi je n'ai considéré ce livre jusqu'ici que comme un réceptacle à belles phrases. Parenthèse italique, donc écrit sans doute plus tard. Enfin de la franchise. Oh, douceur. Reprise du texte. Suis-je assez sincère avec moi-même? J'en viens à convenir que bien des chics tirades sur l'âme n'étaient que du flonflon. J'aurais mieux fait de dire un peu moins mon cœur et un peu plus ma vie. D'autant plus que j'ai l'heure, de me trouver dans une époque passionnément intéressante. Au reste, je ne rêve pas tout le temps, ainsi que pourraient le faire soupçonner ces pages sentimentales. Je rêve même très peu, et c'est pourquoi il faut que je rêve double quand ça me prend. Voyez un peu. Je suis aussi diverse que Diderot, ou un arc-en-ciel. Personne désabusée et passionnée, rêveuse et pratique, faible et forte, gaie et larmoyante, rosse et charitable, spirituelle et robinet d'eau tiède. Je renonce, cher lecteur, à me définir. Parlons donc des événements et non de moi. Donc, depuis un an, la France halète sur l'affaire Dreyfus. Note. Catherine fait remonter le début du halètement de la France au sujet de l'affaire Dreyfus au grand retentissement que lui a donné l'article d'Émile Zola J'accuse, publié dans l'Aurore du 13 janvier 1898, 3 ans après la dégradation de Dreyfus, le 5 janvier 1895. En février 1899, le gouvernement entamait alors la procédure de révision du procès qui allait aboutir à la cassation du premier jugement. Reprise. La France halète sur l'affaire Dreyfus et l'Europe avec, par ricochet. J'ai toujours été une révisionniste. Maintenant, je mérite la belle injure que crachent à la figure de mon parti les antisémites. Dreyfusarde! Note. En cela, Catherine suivait, en les simplifiant âprement, les prises de position de son père, raisonnablement exprimées à un journaliste de la Liberté, venu lui demander son diagnostic sur l'état de santé du capitaine Dreyfus, guillemets. Monsieur le docteur Pozzi nous déclare, en terminant, qu'à son avis Dreyfus est une victime de la fatalité, et il exprime le vœu qu'un grand mouvement de pitié se forme pour obtenir la grâce de Dreyfus. Fin de guillemets. Reprise. Certes, je le suis avec passion, Dreyfusarde, avec délire, à en tout oublier, ainsi que le font ceux et celles dont ce problème hante le cerveau. Italique, écrit plus tard. Phrase connue. Félix Faure est mort hier. C'est un brave homme, le roi des médiocres, le président type, dindon, solennel et bonasse. Anti-révisionniste du reste, n'en disons pas de mal, il est mort saintement et bellement. Italique, saint enfant, tu ne savais pas alors. Note. Félix Faure, qui avait été élu président de la République en janvier 1895, après la démission de Casimir Périer, était mort subitement dans les bras de sa secrétaire et maîtresse, la fameuse Madame Steinhell, le 16 février 1899. L'année précédente, il était venu en grande pompe inaugurer les pavillons fondés par Samuel Pozzi à l'hôpital de Lourcine. Reprise. Une agitation extrême est dans le pays. Qui élira-t-on? Un Drey ou un anti-Drey? Un toute chambre réunie? Un la chose jugée, la chose jugée? Le ciel nous est en pitié. Loubet élu. Note. Émile Loubet, 1838-1929, président du Sénat depuis 1896, sera président de la République de 1899 à 1906. Sous son septennat
allait avoir lieu la deuxième révision du procès Dreyfus, le procès des chefs nationalistes devant la haute cour, la rupture avec le Saint-Siège et la loi de séparation de l'Église et de l'État. En 1903, on le vit également, second président de la République, à les honorer de sa présence, visiter les services dirigés par Samuel Pozzi. Reprise. Loubet élu, président du Sénat bon, honnête, pacifique. Les journaux des deux partis bavent sur lui par avance. Ils ont tous raison puisqu'il n'est d'aucun parti. Plutôt révisionniste. Élu des Dreyfusards, crie Drummond. Note. Édouard Drummond, 1844-1917, journaliste, pamphlétaire antisémite, fondateur de la Libre Parole en 1892, joua un grand rôle dans le déroulement de l'affaire Dreyfus. Élu des Dreyfusards, crie Drummond, en effet, élu des Dreyfusards qui n'ont pas eu le choix entre Méline, Cavaignac, Dupuy et Loubet, on a pris le moins mauvais. C'est un vote par ricochet. Ah, si Dupuy avait retiré la loi. Lundi 20 mars 1899. Je ne sais pas pourquoi, il me semble que je vais mourir. Faut-il que je sourie ou que je pleure? Je me sens une douleur que je ne connais pas, je souffre de partout. Si mon imagination malade ne me ment pas, c'est la dernière fois que je souffrirai. Qui est-ce qui m'a dit que j'allais mourir? J'ai entendu tout à l'heure et je le crois. Cela m'est presque indifférent, de loin du moins. Je voulais seulement écrire avant 2 mots pour dire que je suis tranquille, que je ne regrette rien. Je sais que je me coucherai ce soir pour ne plus me relever. Je sais aussi le peu que je perds. J'aurais voulu vivre parce que je croyais en moi et que je voulais faire de belles choses. Je sais que je suis supérieure à la masse des gens. Personne ne m'a jamais connue parce que je ne l'ai pas voulu. On n'a vu de moi que ce que je voulais en montrer. Le côté blagueur, drôle, parce que dans la vie, il vaut mieux rire de tout pour s'empêcher d'en pleurer. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas si je meurs entière ou si mon esprit survivra. J'essaie de ne point avoir peur, avec de la volonté, on peut tout. Je crois vaguement en Dieu, en un centre de vérité, mais je ne saurais dire si j'ai tort ou raison. J'ai aimé bien des gens qui ne m'ont pas connu, enfin, je vais me reposer. Sans date. Note. Le texte suivant figure sur un feuillet à part qui a été encarté par Catherine Pozzi à cette place de son journal. Je me cherche moi-même et ne me trouve pas. Parfois il me semble que je suis si près de saisir la vraie raison de mon être, la faculté conductrice, la force motrice, j'approche, et c'est pour retomber dans mon incertitude et dans mon impuissance. Que suis-je donc alors? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que je le veux? Suis-je un abîme de bonté ou un gouffre d'inconscient égoïsme? Suis-je capable de sentir au moins? Par moments je le crois, je me sens une âme de Marie-Madeleine, des larmes de tendre pitié, de désir inconnu, un envolement de tout mon être vers quelque chose que je ne sais pas, et puis je me trompe, ce n'est plus cela. C'est un autre moi, froid, calme comme un roc, une indifférence de pierre vraiment pour tout ce qui n'est pas mon sentiment, ma douleur, une perversité voluptueuse qui s'excite elle-même, une gaieté mordante, une rosserie impitoyable, un je m'en fichisme enraciné, des envies de m'amuser, de goûter, de jouir, fût-ce au prix de vie, de douleurs humaines, un plaisir de faire mal et de faire le mal, d'être méchante pour quelqu'un en bravant la bonté et la vertu. Je ne me trompe pas, je suis ces deux êtres. Y aurait-il en nous, comme dit Leibniz, deux mondes antagonistes, se dominant tour à tour pour le bien et pour le mal? Avril 99, le mois suivant. L'enquête se publie. On s'arrache le Figaro, c'est la victoire pour nous. Le Gaulois, l'intransigeant, la libre parole, etc. sont épileptiques, confondus les généraux. Ah! Mercier, Biot et surtout le pâle Boisdeffre, note
Le général Auguste Mercier, mort en 1921, ministre de la guerre de décembre 93 à janvier 95, engagea les poursuites contre le capitaine Dreyfus. Ardent défenseur de la thèse de la culpabilité, il fut l'un des chefs du parti nationaliste pendant toute la durée de l'affaire. Mis en accusation, le général Mercier finit par avouer avoir communiqué des pièces très importantes aux membres du conseil de guerre sans que la défense en ait pris connaissance. Le général Billot, mort en 1907, sénateur et ministre de la guerre dans le cabinet Méline de 96 à 98, Billot fit voter les crédits nécessaires à la construction du fameux canon de 75 sans en informer la Chambre pour ne pas risquer de renseigner l'Allemagne. Persuadé de la culpabilité de Dreyfus, il n'envisagea pas de révision du procès, même au moment où l'affaire prit de l'ampleur. Le général Boisdeffre, également convaincu de la duplicité de Dreyfus, avait déposé lors du premier procès. Prenant conscience qu'il avait été trompé, il dut donner sa démission de l'armée en 98. Reprise. Enfin, de la lumière, un peu. Jeudi 9 avril. Je viens de re-être malade. Appendicite naturellement. Ras de Grollet. Ras RAS. Las. Un lit froid. 15 jours tristes, maintenant je lis. Du reste, l'affaire prend tout, et le Figaro nous absorbe. Quel temps! Et puis, je pense un peu, cela fait du bien, il y a si longtemps que cela ne m'était arrivé, c'est vrai. Ainsi, peu à peu, on laisse sa petite individualité s'absorber dans le grand cercle des conventions. Italique, joli, joli, social, et un jour, plus rien. Où êtes-vous parti? Il reste un joli mannequin qui se remue à votre place, vit, cause, discute, rit, voit, mange, dort, sans que rien de ce qui fut votre être intime ne se fasse seulement sentir. Il est bon alors qu'une petite maladie vous terrasse et vous remette brusquement face à face avec vous-même. Dans son lit, une nuit d'insomnie, c'est là qu'on se retrouve. Et après, quel plaisir! On est un peu étranger d'abord, un peu timide, il y avait si longtemps qu'on ne s'était senti. La conversation est difficile entre vous et ce moi profond qui vient de tressaillir de nouveau là dans le silence et la solitude. On hésite, on cherche, on se fait des politesses. Pensée inaccoutumée. Que c'est dur, mon Dieu, que c'est dur. Mais arrive alors une bonne petite idée générale qu'on attrape avec empressement. Elle n'est pas bien neuve, c'est vrai, ni bien transcendante, mais elle amène après elle, cortège ami, une quantité de solides petites réflexions philosophiques, ces sœurs, qui vous remettent tout de suite à l'aise. Et ainsi, peu à peu, on se retrouve. Cela est doux. Italique. Seul le silence est grand. Reprise. Rien n'est plus vrai, et rien n'est plus haut. Il faudrait pouvoir se taire, toujours se taire. Guillemets. Un masque, encore un masque, fin de guillemets, s'écrie Nietzsche, comme il a raison. Ne l'ôtez jamais votre masque de pudeur et de silence. J'ai soulevé le mien quelquefois, et je ne saurais dire le sentiment désolant de regret et de profanation qu'on en éprouve. Quoi que vous fassiez, sachez-le bien, personne ne comprend jamais. Quelle honte de s'être montré moralement nu à un imbécile. Vivez et semblez vivre, mais enveloppez-vous d'un dédain et d'un mépris qui ne seront pas devinés, d'un dédain et d'un mépris qui ne rendront pas votre âme amère, mais vous sauveront de vous-même. Il est inutile de philosopher avec les sots et pénible de laisser voir sa pensée aux indifférents. Un instinct est en vous qui veut que vous cherchiez avec ardeur, dans tout homme qui vous est sympathique, un ami, un confident compréhensif et indulgent de vos angoisses et de vos douleurs morales. Ne le cherchez pas ainsi, cet ami. Il n'existe pas. Mais lorsque vous vous sentez saisi
de l'impérieux besoin d'être une seule fois avec quelqu'un, vous-même, lorsque le cri passionné de votre âme s'échappe, malgré vous, de vos lèvres, et que le masque mondain d'ironie ou d'indifférence s'efface. Fuyez alors, ou cachez-vous bien loin. De désert, hélas, il n'y en a plus. Mais allez-vous-en, et soyez seul, et si vous ne pouvez, écrasez votre bouche contre un mur, car il vaudrait mieux pour vous que vous vous taisiez alors, au prix d'une souffrance et d'une angoisse qui passeront, que s'il vous était donné les trésors du monde. Italique écrit un peu plus tard. 1900. Tout cela est vrai. Je me rappelle l'avoir senti en l'écrivant. J'en ai souffert. Mais pourquoi ce manque de simplicité du style? Ce style enveloppant tout. Mai 1899, le mois suivant. On m'opère après-demain. Malgré l'horreur que j'ai de m'entretenir ici de mes petites affaires domestiques, il faut que je dise quelques mots sérieux. Note. Il faut rappeler qu'au tournant de ce siècle, on pouvait encore mourir d'une appendicite, mourir également de l'opération d'ablation de l'appendice. Catherine était bien au courant de ces dangers, car son père, qui avait avec succès opéré de l'appendicite Edmond Rostand, et le fils de Réjeanne, entre autres, s'était fait une spécialité de cette intervention chirurgicale. Reprise. Il est probable que je m'en tirerai, car ce n'est pas grave. Si cependant je n'en réchappais pas, voici ce que je veux dire. Écriture italique. Chère maman, je suis bien ridicule de t'écrire ainsi, là, un adieu solennel, moi pourtant qui n'aime pas le flafla. Mais je serais triste de partir sans t'avoir dit que je t'adore et t'ai toujours adoré, que ce livre et tous ceux qui précèdent te reviennent et que j'espère tu le liras très doucement, tendrement, sans ironie, j'en suis sûre, mais aussi sans larmes. Pourquoi? Si je meurs, et ne le crains pas, et la mort me paraît si facile et si douce, je te resterai le meilleur de moi-même, te restera en ces pages. J'ai été très enfant souvent. Maintenant seulement je me sens vieillir, je comprends combien mes petits désespoirs de jeune fille étaient ridicules, naïfs, mais ils sont touchants aussi parfois, car toutes les douleurs sont touchantes, tu les respecteras, n'est-ce pas? Tu ne profaneras pas le peu qui te reste de ta petite fille en le montrant aux indifférents ou aux imbéciles. Je t'aime, voilà tout, ne pleure pas, car la vie est mauvaise, si mauvaise que tu dois la bénir de m'avoir quitté et d'avoir épargné le trop sensible cœur, sentimental et sensible Cata. Autre lettre, italique, à Jean. À Jean, cher frère aîné, très aimé, tu ne t'en es peut-être jamais douté, je suis fatiguée et ne peux que t'écrire ces lignes. Merci pour tout ce que tu as été pour moi, un ami, le meilleur de tous ceux que j'ai jamais eus. Tu m'as connu et tu as peut-être été le seul. Ne m'oublie pas, sois quelqu'un, quelqu'un de grand, de bon. On a beau ne pas croire en Dieu, la bonté, il n'y a que cela de vrai. Et les pires égoïstes sont ceux qui pratiquent les vertus en escomptant la part de ciel que cela pourra leur rapporter. Sois un savant, un poète, peu importe, mais sois toujours digne de ton nom, qui aura été le mien, ne t'écarte jamais, mon pauvre vieux, du sentier de l'honneur. N'écoute pas les sots, les gens pervertis, la vertu désintéressée est si belle. Sois bon, estime-toi. Sot de quelques lignes. Italique. Que m'âme me pardonne la peine que je lui ai faite souvent, et les larmes que je lui fais verser. Je ne puis me repentir, chère grand-mère, d'avoir brisé toutes les charmantes attaches de religion et de mystique. Crédulité que tu m'avais faite aussi tendrement et bonnement, car j'ai agi selon ma conscience et me serais méprisé moi-même si je ne l'avais pas fait. Je te remercie de m'avoir aimé, je t'aime aussi, tu ne sais pas combien. Sot de quelques lignes, italique, mon père, tu ne m'as pas beaucoup aimé, je l'ai senti cruellement, mais peut-être n'était-ce pas ta faute, et peut-être ai-je été maladroite à trouver le chemin de ton cœur. Je t'ai admiré de loin beaucoup, je sais que je te ressemble. Le souvenir attendri
Point d'exclamation. Que tu garderas vaudra mieux, j'en suis sûre, que la froide petite amitié dédaigneuse que j'ai seule connue avec toi. Je t'aime bien quand même. Ce livre ne vaut pas du France. Note Anatole France, décédé en 1924, que Catherine allait bientôt voir en chair et en os, en accompagnant son père dans le salon de l'égérie de l'écrivain, Madame Armand de Cavaillé. Ce livre ne vaut pas du France, mais je sais qu'il t'étonnera. Comment supposer qu'à 16 ans, on puisse penser et en souffrir? Écriture droite. Eh bien maintenant, les adieux sont écrits. La danse va commencer. Encadré. Moi, 2 points. Gavroche, philosophe, sentimentale, réaliste, blagueuse, passionnée, fumiste, sérieuse, rêveuse, rosse, menteuse, amoureuse de vérité à en être bête, garçon, femme, coquette, flirt, etc., littéraire, sportive, poétique, se moquant de tout, mystique, religieuse et matérialiste, volonté de faire, nervosité extrême, charmante, ah oui, 17 ans. Mercredi, juillet 1899, la chapelle d'Orgeval, près de Poissy. Note. Les Pozzi possédaient une villa à Orgeval, en Seine-et-Oise, où Catherine passa cet été et le suivant. Elle écrivit plus tard un poème sur Orgeval que l'on peut lire dans son journal d'adulte du 16 février 1913. Lecture du poème. Le vent léger passe dans les vallées, ici tout rêve. L'enfant debout s'appuie au temps. L'herbe, ciel, rose, oh, 19 ans. Éternel parmi la brève de mes années. Fin de poème. Avec ce commentaire, 2 points, guillemets. Ceci écrit l'autre soir devant une image d'autrefois nette et pure, que j'ai prise dans ma mémoire et dont j'aurais voulu faire de la musique pour moi. Fin de guillemets. Reprise. Près de Poissy, environ 2 mois après le dernier écrit. Quel cauchemar! Il y a 3 mois de cela, et je m'étais promis de tout raconter, de faire l'histoire de cette époque douloureuse sur ces pages blanches, si toutefois la mort inattendue ne me prenait pas comme tant d'autres. Il y a 3 mois, et je n'ai pas eu le courage. Revivre cet horrible temps me paraissait une atroce et inutile douleur. Mais si j'ai souffert comme jamais encore dans ces 3 semaines d'immobilité et de mal, une autre personne et une nouvelle âme se sont révélées en moi. Et la douleur saine qui purifie m'a enseigné la vraie sagesse, le calme, la pitié, la patience. La veille de mon opération est arrivée, je mets en ordre mes vieux et chers papiers, j'écris une sorte de petit testament qui est plutôt un adieu à ceux que j'ai aimés, car trop de mes amis ou de mes relations amicales, trop de petites filles ou de jeunes gens connus sont morts de cela, pour que je ne puisse m'attendre peut-être à en mourir aussi. État d'âme, tranquillité parfaite devant la mort possible, qui me semble, je l'écris sans fausse vanité, comme sans ironie, presque un bien. Légère appréhension du chloroforme, dont je connais déjà la pénible impression. Le reste du jour, je donne la réplique à Magali et à Fernande, qui répètent une comédie. Je casse une chaise en leur montrant l'évanouissement gracieux des grandes actrices. Dîner gai avec Louis Sarraud, qui m'a dit après que jamais on ne se serait douté que j'allais être opérée le lendemain. Sommeil tranquille, jour de l'opération, mais je me réveille très calme, en me disant « c'est aujourd'hui ». Je ne comprends encore pas comment, nerveuse comme je le suis,
j'ai pu aller à la table d'opération avec cette tranquillité sereine. Je me lave dans mon lit. Ma garde était venue la veille, mais je ne la revois pas. Elle est anglaise, paraît-il, et s'appelle Madame Bell. Maman me fait 2 nattes, car je pense rester au moins 15 jours au lit et il sera difficile de me coiffer. J'en descends et je lui fais réciter son latin, puis il part, maman sort et je suis seule. Une pensée me harcèle. Pourvu que l'on commence bientôt, je me sens calme, mais je redoute l'énervement d'une longue attente. Je vais dans la chambre où l'on doit m'endormir, puis je reviens. Un mouvement inaccoutumé dans la maison. Je vois des externes en tablier gris. Enfin, Bouilly arrive. Note. Le docteur Vincent Bouilly, collègue de Samuel Pozzi à la faculté de médecine, est également spécialisé en gynécologie. Reprise. Bouilly arrive, c'est mon chirurgien. Je vais dans la chambre en chantant la la la. Je suis contente, quoique un peu excitée. On attend Cazenave. Note. Le docteur William Cazenave, anesthésiste et collègue de son père, que Catherine soupçonnait d'être le béguin de Miss Bruce. Catherine allait garder des liens d'amitié avec lui et lui rendit encore visite en 1923 alors qu'il était sur le point de mourir. Reprise. On attend Cazenave qui doit m'endormir. Papa offre de le faire, lui, je refuse et ne m'étends que lorsqu'il arrive. On enroule des jambières de flanelle à mes mollets. J'embrasse maman et lui demande de rester. Puis je dis scalpel, 20 mots, vaine ombre, esclave du hasard, hélas, j'ai cru en toi, fin de guillemets. Et Cazenave commence. Je respire le mieux que je peux le parfum fade, pénétrant, insupportable qui se dégage du masque. Malgré papa, je me force à ne jamais le respirer que du nez, car je sais les vomissements horribles si on l'avale trop. Je ne sais pourquoi le sommeil ne vient pas. Suis-je nerveuse? Je ne crois pas. Pourtant, la torpeur qui s'étend dans mes membres n'est pas encore l'inconscience. Enfin, j'oublie tout. Je me réveille. Je sens une brosse glacée frotter rudement mon estomac. Je vois Cazenave qui se tient devant moi. Il est prêt et je le sens inaccessible, car je sais que je ne suis qu'une chose morte en laquelle l'esprit survit au corps. Il passe son doigt sur la pupille de mon œil avec persistance. Puis il reprend le masque et me le plaque sur la figure. Je résiste. Ah, que c'est faible, faible, faible. Je remeurs. Parenthèse. Durant ce court éveil, j'avais cru l'opération terminée. Point! Elle n'était même pas commencée. Et on venait de me transporter sur la table d'opération. Fin de parenthèse. Une faible lueur de conscience, je me réveille à nouveau. Or, il y avait des siècles que je dormais. Je me réveille. Mais c'est si court, je me rendors aussitôt. Je suis trop fatiguée. Puis je me réveille, je me rendors. Je sens des serviettes glacées qui me fouettent la figure, je regarde. Voici Cazenave, et près de ma tête, la chaîne de montre dorée de Madame Bell. Je regarde Cazenave. Je n'essaie pas de parler, je suis fatiguée. Je ne sens rien que l'envie de mourir tout à fait ou de dormir encore. Mais Cazenave dit « Êtes-vous réveillée ?» Je crois qu'elle est réveillée. Elle ne veut pas parler. Fin de guillemets. Si je veux parler, je parlerai. Mais que dire? Il me semble que chacune de mes paroles va être précieuse et difficile, mais je veux dire quelque chose de très conscient, qui prouve que mon intelligence est là si mon corps ne sent pas. Je regarde Cazenave et lentement de mes lèvres meurtries j'articule « Vous n'êtes qu'un sale anti-Dreyfusard !» La politique m'avait semblé originale. Cazenave radieux va porter ce témoignage de ma vie revenue à ma mère anxieuse, ces 5 paroles d'injure à lui adressées. Et je ferme ma bouche pour ne plus rien dire de 5 jours. Les vomissements ne me prennent que 2 ou 3 heures après. Avant, Nurse Bell me bassine doucement le front d'eau froide. Je crois qu'on me fait une injection de sérum. Tout cela est vague. Je souffre peu,
Seulement l'envie de mourir tout à fait pour n'être pas si fatigué. Le sentiment d'un être à qui un vampire mauvais a sucé le sang durant son sommeil, et qui se relève longtemps après meurtri et presque annihilé, avec une conscience très nette dans un corps qui n'a plus la force de souffrir. Il est midi, je dors presque encore. Cazenave vient de transmettre à la famille la nouvelle de mon esprit revenu et je ferme les yeux en une grande fatigue. Seule ma nurse belle est assise près de moi, bassinant de temps à autre mes tempes et mes lèvres d'eau froide. Une grande fatigue. Un seul désir, la paix. Je ne parle ni ne pense. Je dois être très faible, car mon père vient prendre ma température, 35 seulement, je crois, et s'apprête à me faire une injection de sérum. Je regarde les préparatifs avec le dédain de la souffrance. J'ai fait une telle provision de volonté les jours précédents que je supporterais n'importe quelle mort, il me semble. Mon père s'approche ainsi que Cazenave, muni d'un long instrument bizarre. Il croit honnête de me prévenir d'abord, guillemets, qu'on va me faire une piqûre de sérum et que ça ne fait pas très mal, fin de guillemets. Je l'écoute avec indifférence, moi qui, jadis, aurais hurlé à cette annonce seule. Ils peuvent bien piquer tout ce qu'ils voudront, ils ne me feront pas plus mal que ce brisement total que je ressens partout. On me lève la jambe en découvrant un peu la cuisse, et là papa enfonce une longue pointe, puis Cazenave fait tourner une manivelle, et je ressens à peu près en moindre la sensation d'un cordon se déroulant sous la peau, peu à peu gênant d'abord, puis douloureux à faire craquer l'épiderme sous son volume agrandi. C'est le liquide qui enfle ma jambe et en fait un membre bientôt mort. Papa frictionne alors doucement l'endroit piqué, et cela fait assez mal étant enflé et douloureux. Cependant, c'est très supportable, quoique certaines personnes prétendent cette piqûre affreuse. Chose singulière, j'accueille cette douleur fraîche et nouvelle avec plaisir. Elle me réveille, force ma sensibilité à se porter autre part que dans mes reins endoloris, où ma plaie ouverte commence à cuire. La force revient un peu. Hélas, car je commence à souffrir plus. Maintenant que je ne suis plus morte, j'analyse avec une acuité poignante ma souffrance, d'abord générale, qui se localise de plus en plus dans le dos, et après les premiers vomissements dans ma plaie. Je vomis peu cependant en comparaison avec certaines opérées, paraît-il, une quinzaine de fois, mais je me le rappellerai. Le soir, je retombe dans la torpeur, nouvelle piqûre de sérum, qui me fait un mal béni puisqu'il est autre part. La nuit, j'ai mal, très mal. Mon dos se déchire en douleur perpétuelle. Je ne respire pas, je souffre partout. Je me plains pour la première fois. Ce ne sont que des grognements indistincts de temps à autre. Ma nurse s'agenouille près de mon lit, passe sa main sous mon dos, ce qui me soulage. J'ai mal, j'appelle maman, qui prend la place de nurse Belle. Celle-ci se couche, je ne sais rien, seulement j'ai mal. C'est le premier jour. Le suivant y ressemble, même état de prostration muette. Je ne me plains même pas. Je suis étendue à plat dans mon lit blanc. Des coussins maintiennent mes genoux relevés. Mes pieds sont donc toujours appuyés sur leurs plantes, dont la peau commence à se déchirer. Je dois être très pâle et avoir l'air brisé. J'ai conscience d'inspirer la pitié, surtout parce que je suis si différente de la Catherine ordinaire. Exubérante de vie et de mouvement, je ne parle pas. Nurse Belle me fait rincer la bouche avec de l'eau glacée. Le soir, Troisier vient me voir. Je n'ai pour lui même pas mon grognement, expression unique de ma voix jusqu'ici. Il me regarde d'un air apitoyé et s'en va. Bouilly vient. Je garde toujours le plus farouche silence. Mes yeux le fixent d'un regard atone qui lui fait dire que je suis bien différente d'hier. Je vomis encore une ou deux fois, je ne me rappelle rien la nuit. 3 mai 1900. Dernier écrit, juillet 1899. 3 mai 1900. Presque un an que je n'ai écrit. Il faut pourtant que je finisse cette histoire. Je sens qu'elle me rafraîchira l'âme plus tard, dans les dark hours, les heures sombres. Je ne me rappelle plus les petits incidents et cela me fait encore mal de revivre tout cela. Si encore j'avais une bonne plume. Troisième jour. Je ne me rappelle plus du tout de ce qu'a été ce troisième jour, probablement très semblable aux deux autres. Mes lèvres sont gercées, le chloroforme les a déchirées, ma bouche est si meurtrie que je ne la sens plus. J'ai aussi deux côtés de la figure brûlés, qui n'étaient pas assez protégés par le masque. Madame Belle est mon ange gardien pendant tout le temps, comme elle le sera plus tard.
Je n'accepte qu'elle, au bord du lit, son pas est léger, ses mains à droite, sa voix douce, ses yeux profonds, et plein de la pitié de quelqu'un qui sait ce que vaut la souffrance. Oh, cette pitié compréhensive, que de larmes il faut, que de larmes cuisantes pour qu'elles viennent, elles au pluriel, pour qu'elles viennent illuminer un regard. Madame Belle a dû pleurer de ces larmes-là. Elles lui ont donné le droit de consoler les autres et même de les gronder. Preaching from velvet cushions to those walking the weary road. Traduction, prêchant au milieu des coussins de velours à ceux qui parcourent la route usante. Elle a marché the weary road, la route usante, et c'est pourquoi j'accepterai tout d'elle. Un seau de glace est dans la chambre, Madame Belle en coupe de petits morceaux qu'elle met sur mes lèvres, c'est bon, je respire très difficilement parce que j'ai si peu vomi de chloroforme qu'il est resté sur ma poitrine lourd, si lourd, 15 jours après je le sens encore. On est obligé de m'éventer, je ne trouve pas d'air. Je ne me rappelle rien des 8 premiers jours, il y a trop longtemps. J'aurais dû l'écrire tout de suite, mais je ne pouvais pas, c'était une souffrance morale. Pendant tout ce temps, l'anglais devient ma langue vraie. Madame Belle parle mal le français, elle est ma seule compagne. Chose curieuse, je préfère la sentir là que maman, que j'aime pourtant avec mon âme entière. Je me plains en anglais, quoique je me plaigne très peu. J'avais eu à temps une peur d'être lâche qui m'a sauvée. Je suis désagréable en anglais, car je le suis dès qu'on touche mes draps, mes coussins aussi, et lorsqu'on veut changer les uns ou les autres. Go to the devil, va au diable. Ce qui amuse Madame Belle, qui m'appelle Naughty Child, vilain enfant. Cette habitude de l'anglais durant ces jours de souffrance m'a tenu si fort que maintenant encore, quand je suis très triste ou quand j'ai mal, les mots anglais me viennent aux lèvres. Je sens que je vais être incapable de continuer cette narration jour par jour. Je vais m'en tenir à certains tableaux qui sont restés gravés dans ma mémoire pour toujours, je crois. C'est le soir. Je n'ai pas encore vu Mam ni Jean depuis que je suis opérée. Maman fait entrer Mam. Il y a environ 15 jours depuis mon dernier dîner avec elle la veille du grand jour. Elle est contente et émue, sa figure est un sourire. On a tellement tâché de lui montrer mon état sous des proportions peu inquiétantes qu'elle est arrivée à le considérer comme normal et mon opération comme anodine. Elle me trouve très bien, me demande si je n'ai pas souffert du tout, m'assure que ce n'est rien, elle m'agace. Elle m'humilie dans mon orgueil de grande opérée. Voici la raison secrète pourquoi j'étais alors si insupportable avec elle, refusant de la voir ou ne lui répondant pas. On avait tant eu peur qu'elle ne se frappe, que les récits de ma guérison étaient pour elle couleur de rose, comme elle ne m'avait vue, et que lorsqu'elle me vit, elle ne me vit pas ou presque, si je puis dire, étant myope. L'idée heureuse qu'elle avait ne changea pas. Elle m'abordait toujours avec des compliments sur ma mine, ce qui m'exaspérait, et me faisait être si rude que Madame Belle grondait après très fort. Ce soir-là, quand je réponds à Mam que j'ai eu très mal, exagérant encore pour elle le récit de mes douleurs, ça a l'air de l'étonner énormément. Tiens, mais je croyais qu'on ne souffrait pas. Et tu crois qu'on peut vous faire un trou de la longueur d'un doigt entier, le coudre dans tous les sens avec des fils qui tirent sans qu'on le sente? Pauvre chérie. Et c'était toujours comme ça. Mam s'en va. Il y a une petite lampe près de mon lit et Madame Belle est à côté de moi et maman. Je suis dans un mauvais jour. Mon dos, qui a été si douloureux avant, a presque cessé de faire mal, mes pieds aussi, mais je suis endolorie. Mes coussins me gênent, je ne puis respirer. Le chloroforme maudit m'étouffe. Je suis sans force pour respirer l'air qui vient de la fenêtre ouverte, nuit et jour. Comme je suis à plat totalement, mes poumons ne se dilatent pas assez, j'éprouve le malaise. Des gens enfermés très longtemps dans une cave manquant d'oxygène. Maman m'évente. On me cherche des sels chez le pharmacien. Je suis très pâle. Maman continue à m'éventer. Je tiens les sels et les respire. La bouche grande ouverte, les yeux sans regard. Jean entre. C'est aussi la première fois qu'il me revoit. Il me voit, lui. Il s'attendait après ces 15 jours à une jeune sœur, languissante, mais pomponnée avec du rose, de la poudre, une coiffure, la gaieté habituelle et un peu de pose.
D'un regard, il voit la chambre demi-obscure, maman qui m'évente, les selles, les yeux perdus, la pâleur, la pose morte, et il est très impressionné. Il me parle, et je ne réponds que par oui ou par non. J'étouffe toujours, et je me plains un peu pour lui. Je me serais retenue pour Mrs. Bell. Maman lui dit de s'en aller. Il part. Lui, du moins, a vu que ce n'était pas faire joujou que de se laisser opérer. Je sens qu'il me plaint et je suis très contente. La cabotine qui est en moi ne résisterait pas à un effet à produire, fût-ce à mon lit de mort. Une dizaine de jours après mon opération, on ôte mes fils. Bouilly est venu exprès, le cher homme. Il ne se sera pas trop souvent dérangé pour moi. Mais aujourd'hui le voilà, je suis nerveuse. Ça va-t-il faire très mal? Madame Belle, douce, rassurante, va qu'à l'arrangement des fioles, instruments, bandages, papa est là, maman aussi. Bouilly se lave les mains dans de l'alcool, on flambe des instruments. Ces préparatifs tirent mes nerfs, ils s'approchent. Papa me demande si je veux qu'on me bande les yeux. Je refuse avec horreur. D'un geste qui va me devenir habituel pendant les pansements futurs, je saisis fort, à droite et à gauche du lit, mon drap dans mes mains que je serre, pour dominer l'envie de me plaindre qui peut venir. On relève ma chemise, on desserre lentement le bandage. C'est la première fois qu'on regarde la plaie, mon père se penche pour voir. Bouilly ôte le premier bandage doucement, puis peu à peu il enlève le reste. Et enfin d'un coup sec, qui retentit jusque dans mon dos, il arrache la dernière compresse de la plaie. Je suis là étendue, les yeux au plafond, les mains crispées, le ventre nu, avec une sensation de chatouillement dans mon trou et un frisson nerveux qui me court jusqu'au bout des cheveux. Oh, quand il va me toucher, quelle angoisse! Je me raidis toute, il me touche. J'étais si tendue, si crispée que cette sensation se décuple en force, est insupportable. Mon ventre a un soubresaut, je suis secouée. Mais j'ai honte tout de suite et je dis vite. Je vous demande pardon, je ne m'y attendais pas, je ne bougerai pas. Je ne bouge plus, mes ongles entrent dans le drap, Bouilly tire un, les fils, il y en a 11, qui me semblent 100 000, je ne dis rien. Seulement au 10e, je demande si ça va être fini, je me sens à bout. Ce n'est pas une douleur, une piqûre, une déchirure, mais il semble que les 11 fils communiquent avec 11 nerfs, et qu'ils raclent ces nerfs en s'en allant, c'est atroce. Fini, on me rebande avec des compliments sur ma plaie et ma sagesse, m'assure que je me lèverai dans une semaine, mangerai de tout, serai guérie à jamais. Eux partis, je chante de joie. C'est la première fois que je chante, j'ai tort, mais il me semble que je suis sauvée. Une grande détente se fait en moi. Mercredi 3 juin 1900. Orgeval. Un mois plus tard. Je viens de prendre une mesure sage. J'ai laissé un espace de 25 pages à la suite de mes souvenirs opératoires. Si ce titre pompeux n'est point déplacé sous une si modeste plume. Je te crois modeste. De sorte que je puis recommencer ces mémoires, appelés à devenir historiques sinon célèbres, dit-elle avec le plus grand sérieux. Orgeval, juillet 1900, plus un mois. Lydia a passé un mois qui m'a rendu plus cow-boy que jamais. Orgeval a vraiment été une agréable volière pendant ce mois. Tout ce qu'il y a de papillotant dans mon âme s'est mis aussi à voler. J'ai eu 10 ans, note. Il faut comprendre ici que Catherine a retrouvé au cours de cet été passé avec la future Lydia Menicanti, dite Lily, qui restera jusqu'à la fin de sa vie son amie, l'insouciance de ses 10 ans. Mais elle allait en réalité avoir 18 ans le 13 juillet prochain. Nous dansions des ballets, nous sourions aux jeunes gens rencontrés sur la route, Lydia avait choisi un adorateur, un flirt, c'est certainement le mot le plus usité de son vocabulaire. Parmi les voisins d'Orgeval, dans un rayon de 10 kilomètres, j'en avais un autre. Et c'était des trépignements lorsque nous les rencontrions en bas sur la route. Les heureux jeunes gens des 2 personnes à la jument alezane, conduisant avec un tel train cette petite voiture à 2 roues qui se trouvait par hasard si souvent sur leur chemin. Le mien était de taille moyenne, blond plutôt gras et l'air de se ficher de nous. Le sien était beau comme la lune, paraît-il.
Je ne l'ai jamais bien vue, car je conduisais la plupart du temps, et ça m'absorbe. Lily était flirt, très. J'ai naturellement de grandes dispositions à le devenir, ça peut être amusant, j'ai peur de... Non, je ne le suis pas encore. Mais si Lily était restée 2 mois, elle est partie et je reçus dans mon île déserte. C'est très bon pour le piano, les îles désertes. Pour les jeunes filles flirtent aussi. Qu'en penses-tu, le jeune homme blond de la route? Orgeval, mercredi 10 juillet. Je viens de relire une partie de ce livre charmant. Je suis très agacée, car je l'ai trouvée ridicule et bien poseuse, la petite fille qui l'avait écrit. En pensant trop à la postérité, j'ai l'air franc, et mon grand défaut est le manque de sincérité aussi bien dans mes actions que dans mes paroles. Bien plus même. Mes plus simples mouvements sont étudiés comme mes états d'âme, un masque de pose, de comédie, de tout pour l'effet, est collé à mon être et m'horripile, sans que je puisse le jeter loin de moi. Je me joue des personnages divers, qui ne sont jamais moi-même. Un jour, je suis la jeune femme, ça dépend du chapeau que j'ai alors. Un autre, la grue, un autre, le gamin de Paris, un autre, la jeune désabusée, un autre, les aspirations d'une dame vers l'idéal. Oui, Catherine Pozzi, dans tout ça. 18 ans. Mardi 17 juillet. J'ai 18 ans. Depuis le 13. Purée. Je les déteste. Je suis à présent la jeune fille à marier. Brrr. Si je n'étais pas sûre de mes parents, je me suiciderais. Car j'ai l'idée même du mariage en horreur. Mais j'ai l'air gamin, Dieu merci. Cela me gagnera encore au moins 2 ans de tranquille inconscience. Je viens de raconter à tante Laine, en détail, l'histoire de mes crises religieuses. Quel malheur que je ne l'ai pas eue près de moi alors. Elle aurait compris et m'aurait sauvée. Est-il trop tard, maintenant?